Merci, Monsieur le Président. Je remercie professeur Neji de m'avoir associé et me donner cette lourde tâche de parler un petit peu de notre expérience en Tunisie. Donc, je vais passer rapidement pour situer le problème. Donc, on est devant une pathologie qui est rare, mais l'incidence est en train d'augmenter, qui est responsable d'hémorragies graves avec un risque de mortalité important. Les facteurs de risque, on vient de voir. La mortalité maternelle est assez importante à 10%. La mortalité infantile aussi est élevée du fait du risque de grande prématurité. Comme on vient de le voir sur les différentes communications, les recommandations sont actuellement, elles sont toujours pour la recommandation de base, c'est la césarienne, l'hystérectomie, mais actuellement, on voit de l'émergence de plus en plus de prise en charge, non, en évitant l'hystérectomie, et là, l'embolisation va avoir sa place. Donc, dans la majorité des cas, comme on vient de le dire, la situation la plus désagréable, c'est de tomber sur un accréta ou un percréta en urgence, et là, l'embolisation sera donc préparée en post-opératoire. Sinon, lorsque le geste est planifié, on peut discuter de cette mise en place de l'embolisation prophylactique qui peut être soit la mise en place de ballons en préopératoire ou bien l'embolisation juste sur placenta laissée en place. Donc, tout d'abord, je voudrais, donc pour entamer la technique de cette embolisation, il faut toujours passer un petit peu par l'anatomie et dire que la vascularisation de l'urtère, c'est essentiellement les artères utérines, puis il y a d'autres voies qui sont secondaires et qu'il faut en tenir compte. Bien sûr, donc, sur cette coupe, pardon, je ne sais pas si je peux avoir un pointeur. Si le pointeur va passer sur l'écran, non. Donc malheureusement, donc sur cette coupe, on met en évidence. Il ne passe pas sur l'écran électronique. Donc le tronc postérieur, donc on voit la section du tronc antérieur, de l'iliaque externe puis de l'iliaque interne qui va donner le tronc antérieur, et l'artère utérine, elle va naître toujours du tronc antérieur. C'est une des premières branches, puis on a les autres branches, les branches vésicales, les branches rectales moyennes, l'artère honteuse et l'artère vésicale. Donc cette artère utérine, vous voyez qu'elle a toujours une forme c'est toujours la même forme, elle a un segment descendant, un segment horizontal et un segment vertical, et l'embolisation va toujours intéresser, j'essaie de se positionner au niveau du segment horizontal. Donc là, vous voyez le cathéter, le microcathéter qui est placé au niveau de la partie horizontale. Donc là, c'est la situation la plus fréquente, mais il faut toujours se rappeler que l'utérus peut avoir une vascularisation par le biais des artères ovariennes, et si on ne voit pas, on loupe ces artères ovariennes, comme vous le voyez ici, ces deux énormes artères ovariennes qui naissent sur les flancs latéraux de l'aorte en dessous des deux artères rénales. Si on embolise uniquement les artères utérines, bien sûr, et on laisse en place ces artères ovariennes, ça sera un échec de l'embolisation. La deuxième artère, c'est l'artère du ligament arqué, que vous voyez ici sous forme d'un vaisseau en tire-bouchon comme ça, et qui est une branche collatérale de l'artère iliaque externe. Donc là, il faut aussi savoir
que ça pourrait être aussi une possibilité, une cause d'échec de l'embolisation. Une autre cause, c'est qu'il y a toujours une communication entre le côté droit et le côté gauche, entre les deux artères utérines. Donc, de principe, l'embolisation, obligatoirement, elle doit être bilatérale. Parfois, et peut-être on va voir un cas après, c'est qu'en cas de ligature des artères hypogastriques et en cas de persistance du saignement, il y aura un développement d'une certaine collatéralité pelvienne qui va naître des artères iliaques externes, parfois ici à partir de l'artère sacrée moyenne, et qui va reprendre le saignement. Il faut savoir chercher cette collatéralité qui peut être cause d'échec de l'embolisation. Et la dernière cause possible, c'est parfois elle est due au cathéter avec un vasospasme, surtout les artères utérines qui sont très sensibles et elles vont faire un vasospasme. Il faut savoir s'arrêter un peu et attendre la disparition du vasospasme ou même donner un vasodilatateur. Donc, cette embolisation doit obligatoirement se dérouler dans un contexte bien particulier, en salle d'angiographie numérisée, bien sûr avec un équipement complet du matériel de réanimation en présence du réanimateur qui va donc apprécier la gravité, si c'est possible en présence de l'obstétricien qui s'occupe de la patiente, et bien sûr avoir une possibilité de surveillance post-embolisation. Donc tout d'abord, le matériel que vous voyez sur votre gauche, ça c'est un désilé artériel, c'est comme le désilé veineux que mettent nos confrères anesthésistes. Et puis la sonde qu'on utilise, c'est une sonde en forme de tête de cobra qui permettra donc de faire le cathétérisme de l'artère hypogastrique. Donc dans ce cas de placenta excreta, obligatoirement on va faire une double voie d'abord et pour attaquer chaque côté par un crossing ovaire. Donc on fait le côté droit, puis le côté gauche et on place nos deux îlets. Les matériaux d'embolisation qu'on va utiliser, si on va mettre des ballons dans les artères hypogastriques, donc vous avez le ballon ici sur votre droite. Sinon, les produits d'embolisation, on a au milieu la gélatine, le gel forme et puis les embosphères. La différence entre les deux, c'est que les embosphères permettent d'obtenir une embolisation définitive et c'est ces embosphères-là qu'on va utiliser en cas de placenta laissé en place et on ne va pas utiliser, comme dans les cas des hémorragies de la délivrance habituelle, le matériel résorbable. Donc ça, c'est une différence technique. Donc je vais commencer tout d'abord par la mise en place prophylactique de 2 ballons et je vais vous montrer comment on fait techniquement ceci. Donc vous avez donc la sonde Cobra qui est avec le crossing ovaire et vous voyez la bifurcation à gauche en iliaque externe et en iliaque interne. Malheureusement, je n'arrive pas à voir ni le pointeur, il ne marche pas sur l'écran électronique. Donc vous avez en interne l'hypogastrique et il faut viser cette hypogastrique. On fait la même chose de l'autre côté et puis on va cathétériser. Vous voyez mon guide qui va partir dans l'artère hypogastrique et même un peu loin dans le tronc des fessiers en arrière. Et vous voyez 2 petits points, repères qui mettent en évidence le ballon qui est placé au niveau du tronc antérieur de l'hypogastrique, assez proche des artères utérines. Là, on fait le gonflage pour voir qu'il est bien positionné. On fait la même chose de l'autre côté, puis on dégonfle les 2 ballons. On laisse le tout sur place et bien sûr ces 2 ballons seront sous perfusion continue et donc de façon stérile on prend le tout et on se déplace directement en salle de bloc opératoire. Là je vous montre le cas de cette patiente, 34 ans, utérus bicicatriciel avec une grossesse monofœtale, asymptomatique et sur l'écho et l'IRM, on a mis en évidence un placenta percreta. Donc, comment on a managé cette patiente? Le jour
J-1 avant, donc on avait programmé d'emblée une césarienne, une hystérectomie. Donc on avait fait tout ce qu'il faut, donc comme on vient de le voir avec les confrères anesthésistes, on s'est bien préparé bien sûr avec un anesthésiste qui est chevronné et qui connaît très bien le problème. À J0, donc on a pris la patiente en salle de cathé et on a mis les deux ballons d'occlusion. La durée était de 45 minutes à peu près. Donc vous voyez les deux ballons qui ont été essayés avant transfert de la patiente, l'un à droite et l'autre à gauche. Et puis les deux ballons ici sur les deux désilés qui sont perfusés et on est parti en salle de bloc. Et donc le transfert était immédiat. L'incision c'était un French-til et juste après, au moment de l'incision, on fait le gonflage immédiat des deux ballons, on a fait l'hystérectomie, l'extraction du bébé. L'obstétricien a fait une seule tentative de délivrance artificielle qui n'était pas possible. Donc là, au moment de l'incision, je gonfle les ballons, ce qui permet de diminuer le débit artériel. Donc là, je vous montre l'hystérographie. Là, on a fait l'hystérectomie avec la tranche de section vaginale. Et à ce moment-là, lorsque le chirurgien a terminé son hystérectomie, il a vérifié l'hémostase, l'état de la vessie, l'état du rectum, et il va entamer la fermeture. À ce moment-là, on va dégonfler les ballons. Donc là, c'était la pièce opératoire avec le placenta on voit très bien l'envahissement du myomètre et c'était un placenta per creta. Donc cette patiente a très bien évolué en post-opératoire, donc elle a eu des antibiotiques et son bilan était correct et elle était mise sortante au 3e jour post-opératoire. Maintenant, on va voir, ça c'était la première possibilité, c'est-à-dire la mise en place des ballons juste avant le geste, qui pourra être après associé ou non à une embolisation post-opératoire. Ce que je veux vous montrer, c'est que on l'avait vu très bien avec le cas de la patiente qui avait l'insuffisance cardiaque, c'est que le placenta, vous voyez, c'est une boule, une éponge qui est vraiment pleine de sang avec des chantes artério-veineux. Il faut imaginer que l'embolisation va consommer beaucoup de matériel d'embolisation et qu'il faudra prendre le temps nécessaire pour emboliser toutes les branches qui vascularisent ce placenta. Donc là, c'était l'artère utérine droite, le contrôle après embolisation. La même chose, vous voyez ce bloch important hypervasculaire et l'embolisation de l'autre côté. Donc je vous montre là, c'est une autre observation un peu, je pense que c'est la situation la plus dramatique qu'on pourrait avoir pour la patiente et même pour les gens toute l'équipe qui prend en charge cette patiente. Donc c'est un placenta per creta qui a accouché par voie basse en Libye avec une délivrance incomplète et elle était transférée en urgence en Tunisie pour des problèmes de saignement très importants. Elle a eu, dans un premier centre, elle a eu une hystérectomie et elle continue toujours à saigner. On la reprend sur la deuxième reprise. On n'a pas d'idée de ce qu'on avait fait. Et après, on a décidé de la transférer dans un centre spécialisé qui s'occupe du problème des placentas creta. Elle est arrivée avec une hémoglobine à 3 grammes. Et là, on a repris la patiente, une ligature des artères hypogastriques avec un packing. Je pense 2 ou 3 jours après, 1 ou 2 jours après, on fait le dépacking. La patiente refait un nouveau saignement, on la reprend pour un nouveau packing, re-saignement, et à ce moment-là, on demande l'embolisation. Donc l'embolisation, c'est la situation la plus
la plus difficile parce qu'on a tout fait, on a ligaturé les hypogastriques, on a opéré plusieurs reprises, donc on sait d'emblée qu'on va trouver un réseau collatéral parce qu'on avait coupé les trajets sacrés, c'est-à-dire... donc là, vous voyez que la ligature a été bien faite à droite et qu'on voit uniquement l'artère iliaque externe avec quand même ses différentes branches. Et si vous faites attention, au centre, là, vous avez une petite flaque qui commence à apparaître et qui correspond au saignement. Donc, j'ai mis les différents temps et vers le temps tardif en bas et sur votre droite, vous voyez la flaque et la fuite au niveau du pelvis, au niveau du centre. Le côté contralatéral, vous voyez aussi qu'il y a une bonne ligature de l'hypogastrique et que on voit aussi vers la partie latérale un certain bloch vasculaire. Et en fait, c'est quoi? Les artères qui étaient responsables, c'est des collatérales de la fémorale commune. Vous voyez ce petit vaisseau qui remonte en haut, qui correspond à l'épigastrique et qui reprend la vascularisation. Et vous voyez là, c'est l'intérêt de faire d'utiliser les microcathéters et d'entrer directement dans cette épigastrique qui est sur votre gauche, sur votre droite, vous avez l'effet de l'embolisation. La même chose de l'autre côté, en bas et à gauche, vous voyez l'hypervascularisation qu'on voit par le biais de cette épigastrique qui naît de la fémorale commune et qui a été embolisée avec le résultat d'embolisation en bas et à droite. Donc, je vais bientôt terminer. Les résultats, on vient de voir. Les complications, on vient de voir aussi, c'est les risques de nécrose utérine, les nécroses intestinales, les fistules et les embolisations du tronc postérieur. Donc, en conclusion, la place de radiologie interventionnelle dans la prise en charge des placentas écréta est certainement importante, surtout qu'on fait de plus en plus de traitements préventifs, mais on est au moins en Tunisie, on est en face de problèmes, de plusieurs difficultés. La route est difficile parce qu'on a, nous aussi, un problème de formation de radiologue interventionnel. L'absence de centre multidisciplinaire est actuellement, heureusement, avec professeur Bougara, on met en place un centre de référence. Et puis le problème de disponibilité des plateaux techniques et des équipes de radiologie interventionnelle. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le coût de ces embolisations qui reviennent très cher. Et merci. Merci. Merci Hatem pour cet exposé.